le business model, on parle aussi de modèle économique. C'est assez simple en fait, c'est ce qui va décrire comment une entreprise gagne de l'argent. Donc on va parler de logique globale de l'entreprise, hein, son organisation et comment elle crée de la valeur. Donc comment et pour qui. Donc le business model, c'est pas à confondre avec le business plan, hein, qui lui est une déclinaison opérationnelle, chiffrée du business model. Donc c'est vraiment un point de départ, hein, qui va beaucoup tenir compte de l'environnement. Donc le business model, c'est pas nouveau, hein, il y a des business models très traditionnels, hein. Les plus traditionnels, c'est on gagne de l'argent en produisant des produits ou des services, ou en ne faisant que les distribuer, hein. Je dirais c'est les deux grands modèles très classiques. Mais plus récemment sont apparus des business models beaucoup plus innovants. Vous connaissez tous le modèle low cost, hein, dont l'exemple le plus connu peut-être est Ryanair, hein, qui s'est ouvert, je dirais, une nouvelle clientèle, un nouveau marché, en faisant diminuer les coûts des billets d'avion et ils ont pu faire ça en ayant une logique de minimisation de leurs propres coûts, hein. Donc ils ont renié sur tout, y compris sur la qualité de service, parce que ça permettait d'ouvrir ce service à des clients qui n'en avaient pas, qui ne pouvaient pas se le permettre. Et donc, ça a permis aussi de gagner des parts de marché. Donc là, c'est un modèle assez spécifique. Il y a des modèles qu'on appelle de désintermédiation, donc on les connaît bien dans la finance, ce sont les courtiers. Donc les courtiers de crédit, par exemple, qui vont s'interposer entre le banquier et le client. Ils ne produisent rien. Ce ne sont pas vraiment des distributeurs parce que le crédit reste distribué par la banque, mais ils se mettent entre les deux. Dans d'autres domaines, il y a des modèles qui sont basés sur l'abonnement. Et on peut avoir de l'abonnement à des services ou à des magazines, par exemple, ou en matière de logiciels, par exemple, les modèles freemium qui sont assez innovants puisque quelque part, vous avez un bout de logiciel gratuit qui couvre les besoins de base, et puis vous allez avoir des modules payants. Et donc, c'est comme ça que ces entreprises-là gagnent de l'argent. Elles se font connaître sur un modèle gratuit et elles gagnent de l'argent sur un service avec plus de valeur ajoutée. Et on peut s'inspirer un peu de tous ces modèles, hein, dans tous les secteurs d'activité, puisque la combinaison de ces différents modèles peut créer son propre business model. Donc, business model des banques. Donc, il va falloir définir un peu ce que sont les banques, hein, parce que quand on parle de banques, ça revêt plusieurs activités assez différentes, en fait. Donc, voilà, je n'ai pas la prétention de vous faire un panorama complet du paysage bancaire, mais partager avec vous quelques grandes notions. Donc, quand on parle de banques, on peut avoir trois grands types de banques, hein. Les banques d'affaires, donc, ce sont des banques qui accompagnent les grandes entreprises. Elles produisent essentiellement des services, hein, du conseil. Et on les retrouve surtout sur des logiques de projets de fusion-acquisition, hein. Donc, c'est des banquiers d'affaires qui conseillent des entreprises dans leur développement sur des phases très, très marquantes de leur activité. On va avoir ce qu'on appelle les banques de financement et d'investissement. Donc, là aussi, elles s'adressent beaucoup aux grandes entreprises. Elles travaillent sur les marchés financiers, des fois pour compte propre, c'est-à-dire qu'elles ont des participations pour gagner de l'argent par leurs propres investissements. C'est pas un service rendu à un tiers. Et puis elles s'occupent aussi pour les grandes entreprises de lever des fonds, donc d'émettre, par exemple, sur les marchés obligataires. Donc c'est pas de la banque, c'est un autre métier. Elles gèrent aussi des opérations de change. La banque de Monsieur Tout le Monde, hein, c'est ce qu'on appelle la banque de détail, donc ou banque commerciale. Donc c'est ce qu'on est, hein. On propose des services à des clients qui sont soit des particuliers, soit des entreprises. Et donc les grands services, c'est la tenue de compte, hein, la mise à disposition d'un compte bancaire et tous les moyens de paiement qui y sont attachés, hein, donc la carte évidemment, les chéquiers encore pour quelque temps, et puis l'activité de prêt, hein, on prête aux particuliers, aux entreprises pour qu'ils réalisent leurs projets. Et puis on gère aussi l'épargne, donc on, on a des dépôts, on a des produits d'épargne et qui permettent de financer tout ou partie des prêts et d'assurer un revenu aux épargnants.
Donc ça, c'est les grands, je dirais les grands métiers. Et quand on regarde un peu en France, hein, on a une spécificité en France, c'est que les grandes banques françaises, hein, que ce soit la BNP, la Société Générale, Crédit Mutuel, le BPCE avec la Caisse d'épargne et les banques populaires ou le Crédit Agricole, privilégier une approche qu'on pourrait qualifier de tout en un et qui couvre l'ensemble des services et des métiers proposés. C'est ce qu'on appelle la banque universelle. C'est pas tellement le cas dans d'autres parties du monde, hein. Aux États-Unis, par exemple, les banques sont très segmentées. Donc, vous avez vraiment des banques d'affaires, vous avez vraiment des banques d'investissement, et puis vous avez même des banques de crédit et des banques de dépôt d'épargne. Voilà. Donc, c'est une spécificité du modèle français qui a prouvé aussi une bonne forme de résistance pendant la crise, hein, parce que du coup, on a un panel varié d'activités. En revanche, à l'intérieur de ce modèle de banque universelle, il reste des grandes différences, hein. Euh, alors, on a des banques commerciales et des banques mutualistes, j'y reviendrai. Et même dans les banques commerciales, hein, pour parler des deux plus grandes en France, vous avez la BNP et Société Générale. Et du coup, elles sont aussi très différentes, hein. BNP a basé son modèle beaucoup sur un développement à l'international. Donc, ce qui est représenté à gauche de l'écran, ce sont la part de ses engagements, de ses crédits, en fait, hein, bruts. Et vous voyez qu'il y a seulement un tiers de l'activité qui est fait en France. Le reste est fait en Europe, hein, en Italie, en Belgique, des rachats qui ont été faits après de réseaux Fortis notamment, qui ont été faits après la crise. Le reste de l'Europe, et puis même en Amérique du Nord et une petite activité en Asie-Pacifique. Donc, vous voyez, il n'y a qu'un tiers de l'activité de BNP Paribas qui se passe sur la France. La Société Générale, elle est très centrée sur les activités de marché, hein, la BFI et les activités de marché. Vous voyez, sur ses résultats 2019-2020, il y a entre 600 millions et 1 milliard sur la banque de détail en France, donc c'est une faible partie de son activité. Il y en a quasiment le double sur tout ce qui est services financiers internationaux. Et puis, vous avez une grande partie qui est mise dans l'activité hors pôle ici, qui est en fait une activité pour compte propre, c'est-à-dire que la Société Générale a ses propres participations, a des activités de marché qui peuvent lui procurer un revenu ou ce qui a été le cas en 2019, générer un foyer de perte parce que en ayant fait des investissements et avec les turbulences qu'ont connues les marchés, ça a profondément obéré son compte de résultat. Vous voyez, déjà là, on est sur des stratégies déjà assez différentes. Et le groupe Crédit Agricole, lui, je dirais, il a poussé la logique de banque universelle jusqu'au bout en y ajoutant la notion de proximité. Donc, il y a déjà pas loin peut-être une dizaine d'années, le groupe, après la crise hein, de 2008, a abandonné hein, ses activités pour compte propre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de participation, de, de, de spéculation en fait sur les marchés financiers pour le compte de la banque. Tous les métiers, y compris de la grande clientèle, donc qui sont gérés par Cassib par exemple, sont destinés à servir une clientèle de proximité. Donc, toutes les activités du groupe Créa Agricole sont tournées vers la fourniture d'un service à des clients en proximité. Et donc, c'est un modèle très équilibré, hein, vous l'avez déjà partagé dans la conférence sur le groupe Créa Agricole, et qui assure une certaine régularité des revenus, hein, du résultat aussi, avec, vous voyez, par exemple, sur le résultat du premier trimestre de cette année, sur 1,8 milliard de résultats, il y a quasiment 900 millions sur la banque de proximité, donc la banque de l'État et de proximité, donc les caisses régionales pour l'essentiel, mais aussi LCL et les banques à l'international. Vous avez 150 millions sur les métiers spécialisés, hein, que ce soit le financement spécialisé, Sofinco, le crédit à la consommation ou Calef. Un gros pôle gestion de l'épargne et de l'assurance, donc on va retrouver Predica, Pacifica et surtout Amundi sur la gestion d'actifs. Et puis l'activité grande clientèle qui apporte près de 300 millions aussi de résultats avec Cassib ou Cassis qui est plus sur des activités de service. Donc, vous voyez, c'est un panel d'activités très équilibré, et en revanche très concentré quand même sur la France, contrairement à BNP Paribas. Et avec une forte dominante banque de détail.
Et les caisses régionales, donc à l'intérieur de cette stratégie, sont au cœur de cette stratégie avec une spécificité qui fait vraiment la marque du Crédit Agricole, c'est que ce sont des banques territoriales, donc elles sont ancrées presque au sens propre hein, en ce qui nous concerne, mais notre développement, il se fait sur l'Indre-et-Loire et la Vienne et pas ailleurs. Et donc ça va marquer un peu la façon d'exercer le métier. Donc on est sur un modèle alors, de gouvernance de banque mutualiste, hein, donc on n'est pas les seuls puisque il y a 4 grands réseaux mutualistes en France, hein, le Crédit Agricole, donc pour les caisses régionales, hein, c'est plus de 24 millions de clients, c'est près de 11 millions de sociétaires. Vous le savez, il y a 39 caisses régionales et on couvre vraiment tous les marchés. C'est peut-être ce qui nous distingue des autres spécialistes, des autres mutualistes, pardon, puisque la caisse d'épargne et le crédit mutuel sont plus concentrés sur une clientèle de particuliers. C'est surtout vrai pour la caisse d'épargne. Vous voyez, on est entre 4 et 8 millions de sociétaires. Alors, le Crédit Mutuel, vous le savez, a racheté aussi le groupe CIC il y a quelques années, donc par ce biais-là aussi une activité sur les entreprises. Et puis vous avez le réseau des banques populaires, donc qui lui est un peu plus marqué sur les professionnels et qui compte 4,7 millions de sociétaires. Donc là, je vous ai parlé des banques, mais dans le paysage, se sont invités récemment d'autres acteurs, hein, nombreux, euh, qui tournent autour des métiers de la banque ou une partie des métiers de la banque, notamment les métiers liés au paiement. Donc vous avez les banques traditionnelles, hein, c'est un document de l'autorité de la concurrence, hein, donc, qui mentionne le Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, toutes les banques qu'on vient de voir. Mais vous avez d'autres acteurs, notamment les fameux GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui font pas de la banque, mais qui ont des services de paiement. Enfin, vous avez Apple et puis Facebook qui défraie la chronique aussi avec des projets même de monnaie virtuelle. Donc, on voit que ces acteurs-là tournent autour de ces métiers. Ils ne sont pas encore totalement passés à l'acte, mais ils ont pardon, euh, on sent qu'ils ont des velléités sur le domaine ou une partie du domaine. Euh, vous avez des acteurs très spécifiques, hein, comme Nickel, qui a été racheté par la BNP. Voilà, c'est un compte de dépôt qui s'adresse à une frange bien spécifique de la population sur un service très réduit. Vous avez Orange Bank qui s'est lancé. Vous avez des acteurs pure players, donc qui font que de la banque en ligne et qui sont des filiales de banque, hein, Hello Bank pour BNP ou Before Bank qui va devenir WeBank pour le Crédit Agricole. Vous avez ce qu'on appelle des néobanques, donc qui se sont lancés de rien hein, pour créer un service euh, très axé sur les outils numériques et un service assez restreint. Et on l'a bien vu pendant la crise. Hein, ils ont même un peu réduit la voilure sur leur service. Donc vous avez N26 et Revolut pour les plus connus. Et puis sur le domaine des paiements, donc en haut à gauche, vous avez une myriade d'acteurs hein, qui sont sur une petite partie, alors soit sur du porte-monnaie digital, soit sur de l'encaissement en ligne, soit sur de l'encaissement en point de vente ou des encaissements récurrents sans carte bancaire. Donc toute une myriade d'acteurs qui viennent quelque part prendre une partie possiblement de notre activité. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, euh, la banque hein, est qualifiée, voilà, c'est une industrie phare, puisque on compte cinq banques dans le top 10 de la zone euro. Hein. Donc, vous avez la plus grosse en France, hein, qui reste le groupe Crédit Agricole, avec 51 millions de clients. Donc, les 24 tout à l'heure, c'était uniquement les caisses régionales, mais le groupe Crédit Agricole compte 51 millions de clients quand on prend les caisses régionales, LCL et puis les clients des autres métiers. C'est 138 000 collaborateurs. Globalement, en France, les banques, c'est 1,8% de l'emploi privé. Il y a 360 000 salariés en France. Après, vous avez un deuxième groupe hein, sur la France avec BNP Paribas, 33 millions de clients, le groupe BPCE, 30 millions, Société Générale, 31 millions. Et puis, quand on regroupe les deux grandes fédérations du Crédit Mutuel, hein, vous atteignez aussi 31 millions de clients. Et puis, la Banque Postale avec près de 11 millions de clients. Globalement, le secteur est solide hein, et affiche
un bon niveau de résultats. Donc, à gauche, j'avais l'historique des résultats, hein, donc BNP Paribas, qui est aux alentours entre 7 et 8 milliards de résultats par an, hein, qui a confirmé en 2020 avec 7 milliards de résultats. Vous avez en dessous le groupe Crédit Agricole avec 7 milliards de résultats atteints en 2019, un très gros effort de provisionnement compte tenu de la crise sanitaire en 2020, donc avec un résultat de 4 milliards 7. Et puis un groupe Société Générale, BPCE et Crédit Mutuel aux alentours de 3 milliards de résultats. Avec un mouvement marquant ces dernières années, hein, donc pour fixer toujours un peu notre environnement, c'est la diminution du nombre d'agences, donc très forte, par exemple sur HSBC, hein, un réseau international, BNP Paribas, hein, qui a vu son nombre d'agences baisser de plus de 20% en 10 ans, entre 2010 et 2020. Forte réduction aussi Société Générale, LCL, et puis des réductions, mais pas partout pareil, sur la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Alors pas partout pareil, ce que vous voyez sur la carte de droite qui recense un peu les évolutions du seul Crédit Agricole. Mais le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, nous on reste en ouverture nette d'agence, hein, sur 10 ans, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Mais globalement, voilà, une baisse du nombre d'agences. Donc voilà pour cette première partie qui dresse un peu le panorama des banques françaises essentiellement. Donc, pour parler de business model, il faut aussi beaucoup s'intéresser à notre environnement et voir ce qui s'est passé, je dirais, ces dernières années.